Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode numéro 52 de Ensemble Impactons Demain Éducation, dans lequel on va continuer notre exploration du développement de l'enfant. La semaine dernière, je t'ai présenté les très grandes théories qui façonnent aujourd'hui notre regard du développement de l'enfant, avec, comme je te l'ai dit, un certain nombre de critiques, parce que ces théories datent du XXe siècle et que Monsieur Jean Piaget ou Monsieur Vygotsky ou Monsieur Erikson n'avaient pas les technologies que nous avons aujourd'hui pour pouvoir étudier le développement de l'enfant, mais pour autant ils ont réussi par leur observation, par leurs expériences à poser les bases vraiment dont on se sert aujourd'hui pour pouvoir mener des expériences plus en avant et aller explorer plus en profondeur le développement de nos chers enfants. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? Eh bien, je t'en ai parlé la semaine dernière, je vais te parler des axes du développement de ton enfant. Comme je te l'ai dit, il y en a 5 principaux et je vais te les rappeler sous forme d'un acronyme que moi j'avais appris lorsque j'étais en formation et qui me sert encore aujourd'hui. C'est l'acronyme CAMS. C-A-M-S-E. C-A-M-S-E pour le développement cognitif, affectif, moteur, social et éthique. Donc comme je te l'ai dit, le développement cognitif, c'est tout ce qui touche à l'intelligence. Le développement affectif, c'est pour les émotions. Le moteur, c'est toute la motricité et le développement physiologique et physique de ton enfant. Le social, c'est tout ce qui est en lien avec les interactions. Et enfin, l'éthique pour tout ce qui est lié à la morale et à l'éthique. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ces différentes choses et on va commencer dès maintenant avec une partie importante du développement de nos enfants qui est le développement cognitif, cette partie assez magique qui concerne l'apprentissage, la pensée, la mémoire, la résolution de problèmes. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant, ce monde qui s'ouvre et qui se développe de la naissance jusqu'à la préadolescence. Alors dès la naissance, déjà, les bébés, ils commencent à explorer leur monde. Au début, ça va surtout être sensoriel, ils vont toucher, ils vont goûter, ils vont regarder. C'est un peu leur façon de découvrir le monde et d'apprendre. Et puis, vers 1 an, alors peut-être avant de commencer de te donner des dates et des âges comme ça, sache que ce que je vais te dire, ce sont des généralités. À aucun moment, si ton enfant n'est pas dans les clous de ce que je suis en train de dire, là je vais te parler par exemple de tout ce qui est les causes à effet, et on dit que c'est aux alentours des 1 an que ça arrive, c'est aux alentours des 1 an. Ne te stresse pas si à 1 an et 1 jour, ton enfant ne correspond pas aux axes que je te donne comme repères. Ce sont vraiment juste des repères et non des certitudes absolues pour tous les enfants. Et donc vers 1 an, il commence à comprendre ce qu'on appelle les causes à effet. C'est quand par exemple il va prendre un jouet, il va le jeter par terre et puis il va recommencer, il va le ramasser, il va le jeter par terre, puis tu vas lui redonner le jouet, puis il va le rejeter par terre, puis tu vas lui redonner, il va le rejeter. Il le fait aussi avec la cuillère et tu es beaucoup moins content lorsqu'il est en train de manger. Mais voilà, ça c'est tout ce qu'on appelle le cause à effet, les causes à effet qu'il a sur le monde. Et c'est comme ça que lui, il expérimente et qu'il apprend. Vers 2 ou 3 ans, il y a le langage et tout ce qu'on appelle la pensée symbolique qui se met en place. Là, il va commencer à utiliser des mots, il va commencer à jouer, à faire semblant. Et c'est là qu'il va aussi apprendre à utiliser des symboles pour représenter le monde de manière générale. Et c'est aussi le moment où il commence à te poser 1 million de questions. C'est là que le cerveau, il est en plein boom, ça n'arrête pas et il a besoin d'essayer de comprendre des choses. Ensuite, on passe vers 6-7 ans environ. Avec l'entrée à l'école. Là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle plus, selon Piaget, les opérations concrètes, où il va commencer à penser de manière un peu plus logique. Il va comprendre par exemple que si tu déplaces des objets, leur nombre il changera pas. Il va aussi comprendre qu'il y a
une question de... Par exemple, il y a eu pour que tu comprennes, il y a eu une expérience qui a été faite par Jean Piaget avec des boules de pâte à modeler, puis il en écrasait une seule devant l'enfant, puis il lui demandait si c'était les mêmes quantités ou pas. Pareil avec des transvasements entre des verres et puis des fioles pour pouvoir faire voir la quantité d'eau et la quantité de liquide et essayer de comprendre si c'est la même quantité ou pas. Voilà, tout ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un peu plus les opérations concrètes. Et c'est aussi le moment d'ailleurs où ton enfant il va commencer à développer une meilleure mémoire. Et c'est pour ça que 6-7 ans, comme ça, c'est à peu près les âges vers lesquels on commence à faire un petit peu des calculs. Il a appris à lire et à avoir une meilleure mémoire, puis on va apprendre les tables de multiplication par la suite, etc. Enfin, voilà, c'est pas pour rien que c'est fait de cette manière-là. C'est un âge où la mémoire se développe également et où les capacités de raisonnement de ton enfant eh bien, sont en train de se développer. Et puis ensuite, on va arriver vers la préadolescence, vers 11-12 ans, où là, on rentre dans la phase un peu plus des opérations formelles, toujours selon Jean Piaget. Ici, c'est vraiment comment on pourrait dire ça, un changement assez important, c'est vraiment un saut comme ça vers la pensée abstraite. C'est le moment où tu peux discuter de concepts qui sont beaucoup plus abstraits, tels que la justice, la liberté, etc., avec ton enfant, à partir de 11-12 ans, en moyenne. Et là, tu vas voir il y a un changement qui s'opère chez ton enfant où il passe d'une simple curiosité, où il te demande les choses, avant ça, il te pose des questions, et puis ça va pas beaucoup plus loin en termes de réflexion. De nouveau, ce sont des généralités, prends pas ça pour argent comptant. Euh, mais cette simple curiosité, finalement, elle va vraiment évoluer en une capacité, une réelle capacité à réfléchir, à argumenter même, et à comprendre le monde qui l'entoure en fait, quelque part. C'est pas toujours un processus qui est linéaire, bien entendu, et puis chaque enfant, comme je te l'ai dit, il évolue à son rythme. Mais c'est important de connaître ces différentes étapes pour pouvoir accompagner ton enfant du mieux possible. Un bon repère pour toi, c'est d'observer, comme je te disais, quand ton enfant il joue par exemple, comment il résout les problèmes ou comment il parle. S'il commence à jouer, à faire semblant, à faire des jeux de rôle, eh bien, tu peux déjà te dire qu'il est en plein développement de sa pensée symbolique. Si il te pose des questions un peu plus complexes que d'habitude et qui commence à comprendre, par exemple, des blagues du deuxième, troisième degré, tu vois, qui sont plus subtiles, ça montre qu'il va rentrer dans la phase de ce qu'on appelle les opérations un peu plus formelles. Pour en savoir plus, tu peux aller consulter ce que je t'ai mis dans la description. Il y a des livres de Jean Piaget sur le développement de l'enfant. Il y a des livres divers et variés qui vont te permettre de pouvoir aller creuser le sujet si tu en as envie. Le plus important, c'est vraiment de soutenir le développement de ton enfant en proposant des activités qui soient adaptées à chacune des étapes, en encourageant sa curiosité et en répondant, bien sûr, aux nombreuses questions que ton enfant il a, même si des fois c'est un petit peu agaçant quand il répète 25 fois mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Bref, mais vraiment j'insiste sur ce point encore une fois, ton enfant il est unique et il a son propre chemin. Il n'y a pas de comparaison flagrante à faire et tout ce que je te donne ce sont des repères. Ton enfant il est unique, il va suivre son propre chemin de développement et c'est très bien comme ça. On va passer au deuxième axe du développement dont je t'ai déjà parlé aussi tout à l'heure, c'est donc le développement affectif ou émotionnel. Ça, c'est tout ce qui concerne les sentiments, comment il les exprime, comment il les gère, etc. Forcément, c'est un voyage émotionnel assez intense et qui se poursuit tout au long de la vie, j'ai envie de te dire. Nous, on va aller de la naissance à l'adolescence, mais ça se poursuit tout au long de ta vie. Dès la naissance, le bébé, il communique ses besoins, ses émotions, principalement au tout début par les pleurs. Vraiment, ça va être son moyen principal les premières heures, les premiers jours, etc. Mais rapidement, il va commencer à sourire, à rire, à exprimer de la joie. Et en général, voilà, on est tout ébahi en tant que parent devant l'enfant, puis on le regarde, on est super content quand il commence à nous sourire ou quand il commence à rigoler, etc. Vers 6 mois, il va commencer, 6, 7, 9, il y en a qui disent 9 mois, bref. On va rentrer dans ce qu'on appelle la peur de l'étranger. À partir de là, en fait, il va commencer à ressentir de l'anxiété face aux étrangers et ça montre en fait tout simplement qu'il commence à distinguer des personnes familières des autres. Pendant longtemps, on a appelé ça la permanence de l'objet. On disait que ça arrivait vers 8-9 mois. Puis maintenant, aujourd'hui, il y a des théories qui disent que c'est plutôt vers 5 mois, par exemple, 4-5 mois. Et il y en a même d'autres que je partage en grande partie, qui disent que c'est inné et que c'est là dès la naissance. Et pourquoi je partage cette théorie, moi particulièrement ? Eh bien,
prends l'exemple de l'enfant qui naît, on sait, par différentes expériences, qu'il reconnaît les voix familières. Il reconnaît par exemple la voix de sa mère parmi d'autres. Dès la naissance, dès quelques minutes de vie. Et donc, le fait qu'il reconnaisse cette voix-là, pour moi, c'est une preuve de cette permanence de l'objet. C'est une permanence de l'objet sonore, mais elle est déjà présente dès la naissance. Voilà, c'était la petite aparté de mon point de vue à moi. Bref. Et donc, comme je te disais, à partir de 6, 7, 8, 9 mois, bref, il y a cette anxiété qui apparaît face aux étrangers et qui montre qu'il commence à reconnaître et à distinguer les personnes familières des autres personnes. Vers 2-3 ans, là, il y a une étape assez majeure, que si tu l'as déjà passé, eh bien, tu l'as identifié sans peut-être savoir ce que c'était. C'est cette fameuse étape de la crise des 2 ans. Là, il va apprendre à exprimer ses émotions de manière un peu plus complexe. Il va exprimer aussi des émotions plus complexes. Il va exprimer de la frustration. C'est pour ça qu'il se met à crier, à taper des pieds, à se rouler par terre parfois. Il va exprimer de la colère, mais il va aussi exprimer de l'affection. C'est à partir de cet âge-là qu'il commence à venir te prendre dans les bras, te faire des petits bisous et des choses comme ça. C'est vraiment un moment clé pour nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, les aider à comprendre et à nommer leurs émotions. Ensuite, on avance et puis on arrive à l'entrée à l'école. Puis les enfants continuent à se développer. Ils développent une meilleure compréhension de leurs émotions et de celles des autres. Ils commencent à apprendre la compassion, l'empathie et comment aussi gérer des sentiments plus complexes. C'est le moment aussi où ils commencent à développer des véritables amitiés et à ressentir des sentiments comme la jalousie ou comme la honte, enfin ce genre de choses. Puis ensuite, continuer à grandir et arriver vers la préadolescence, les émotions elles deviennent encore plus nuancées. Là, il y a les changements hormonaux qui se passent, enfin bref, qui peuvent rendre leur humeur plus volatile pour ceux qui sont dans cette phase-là. Moi, je suis en train de la traverser, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Mais ils commencent aussi à chercher leur identité et parfois ils peuvent ressentir un peu d'insécurité ou de l'anxiété à propos de leur propre place dans le monde, de ce qu'ils vont faire, de qui ils sont, etc. Donc ça peut être une période un peu compliquée. Pour les parents, un bon repère pour voir où est-ce qu'ils en sont, c'est vraiment de voir comment l'enfant il réagit à différentes situations. Lorsque, par exemple, il y a un tout petit qui commence à montrer de l'empathie en réconfortant tu vois, un petit copain qui est en train de pleurer, il est en train de montrer à ce moment-là un développement émotionnel. Lorsque vous êtes en train de discuter avec votre préado, par exemple, et puis qu'elle commence à vous parler de ses sentiments, de ses questions sur son identité, ou sur le fait qu'elle soit un peu perdue, ou sur le fait qu'elle ne se comprenne pas, ou qu'elle réfléchisse à des questions sur le monde, etc., eh bien, là, on voit bien qu'il y a une évolution et qu'elle est dans des émotions qui sont beaucoup plus complexes que les premières. En tant que parent, c'est vraiment crucial, et aussi en tant que professionnel d'ailleurs, c'est vraiment crucial de soutenir ce développement en étant à l'écoute, en validant les émotions de l'enfant et en aidant à les comprendre. C'est vraiment en les accompagnant dans la reconnaissance et la gestion des émotions qu'on va les aider à devenir en fait des adultes équilibrés, j'ai envie de dire. On va explorer maintenant un autre domaine tout aussi passionnant qui est le développement social de nos enfants, notamment leurs interactions avec les pairs et le développement de l'empathie. C'est vraiment un aspect crucial de leur croissance et ça va les préparer finalement à naviguer dans le monde social dans lequel nous vivons, parce qu'on ne vit pas dans une grotte à l'écart du monde. Sinon on peut, mais c'est pas la norme, disons. Et donc, dans ce monde social, tout au long de sa vie, il va avoir des relations et il va apprendre à les gérer. Dès la naissance, le bébé il commence à interagir avec le monde qui l'entoure. Il va faire ses premiers sourires, ses premiers gazouillis. Ça va vraiment être ses premières formes de relations, de communication sociale. Vers, disons, 9 mois, 10 mois, 1 an, il va commencer à développer des préférences pour certaines personnes, comme je te le disais juste au-dessus, si tu fais le lien, il y a l'anxiété par rapport à l'étranger vers 6, 7, 8, 9 mois, c'est aussi le moment où il va commencer à développer des préférences pour les personnes qu'il aime bien et il va commencer à montrer des signes aussi d'anxiété à la séparation avec ces mêmes personnes. Et c'est vraiment quelque chose de très normal et qui est un signe de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Bref, c'est un signe normal de son attachement. Vers 2, 3 ans, il va commencer à jouer avec d'autres enfants.
Alors, il peut le faire avant, mais c'est vraiment à partir de 3 ans que ça se développe. Au début, c'est plutôt ce qu'on appelle du jeu parallèle, c'est-à-dire qu'il va jouer à côté d'autres enfants, mais il joue pas forcément avec eux. C'est pas comme ça. Puis petit à petit, en fait, il va commencer à apprendre à partager, il va commencer à coopérer, et il va même commencer, s'il y a des petits conflits, des petites choses comme ça, à réussir à les résoudre. C'est vraiment une période qui est clé pour le développement de tout ce qui est l'empathie et tout ce qui est compétences sociales. Ensuite, il va continuer à grandir, les interactions elles vont devenir de plus en plus complexes, il va commencer à se faire des amis, il va commencer à apprendre à négocier, à collaborer, il va aussi comprendre les normes sociales et il va commencer gentiment, vers 6, 7 ans, comme ça, au fur et à mesure, à développer ce qu'on appelle un sens de la justice. C'est là qu'il va former les liens les plus profonds de manière générale et qui va commencer à s'identifier à des groupes euh, de pairs, etc. Et puis ensuite, eh bien, il approche gentiment de la préadolescence. Et là, les relations, elles commencent à prendre encore plus d'importance. Il va chercher à se définir, il va essayer de trouver sa place. Parfois, il y en a qui sont plus sensibles aux opinions des autres et qui ont besoin de se sentir acceptés, qui ont besoin de se sentir compris. Donc, c'est une période où il y a un petit branle-bas de combat dans les émotions, bien sûr, mais aussi dans les relations et donc dans tout ce développement social sur comment j'appartiens à tel groupe, comment je fais pour appartenir ou au contraire pour me retirer de tel groupe et me mettre en marge, etc., etc. Pour nous, en tant qu'adultes, des repères qui sont assez bien, c'est de suivre déjà comment il interagit avec les groupes. Comment est-ce que ta fille, elle va rentrer ou non dans un groupe de copines à l'école? Comment elle va résoudre des conflits? Comment elle parle avec ses amis? L'idée, c'est vraiment d'essayer, dans cette période de vie assez longue, disons de 2-3 ans, jusqu'à la préadolescence en tout cas, de leur proposer et de leur donner l'opportunité d'être dans des activités de groupe, des jeux coopératifs et d'avoir des discussions sur leurs sentiments, leurs relations. Ça peut grandement les aider à développer leurs compétences sociales. Il y a des chercheurs comme Robert Selman et Judith Harris qui ont exploré vraiment en profondeur ces aspects de développement social. Je te mets les, les, les sources dans la description. Leurs travaux, ils peuvent vraiment offrir des perspectives assez intéressantes, moi je trouve, pour tous ceux qui souhaitent approfondir les connaissances dans le domaine des compétences sociales. C'est vraiment un voyage qui est assez complexe, c'est sûr, mais nous, en tant que parents, une fois de plus, on est là pour guider, pour soutenir, pour écouter nos enfants, et c'est vraiment ça qui va les aider à naviguer dans ce monde de relations dans lequel nous vivons. Après le développement social, eh ben, on va partir voir un aspect tout aussi important qui est celui de la croissance de nos enfants, tout ce qui est le développement physique ou moteur. Ici, on va parler de motricité, on va parler de coordination, on va parler de tout ce qui concerne le mouvement et le contrôle du corps. Du petit bébé qui apprend à tenir sa tête, tout simplement, tu vois, jusqu'au préado qui commence à gérer des mouvements beaucoup plus complexes, qui peuvent même maîtriser des sports. Enfin bref, peu importe, c'est vraiment une aventure qui est assez extraordinaire et assez forte et assez folle. En fait, dès la naissance, d'abord, pour bien comprendre, les bébés, ils commencent par des mouvements qu'on appelle des mouvements réflexes. Par exemple, quand tu mets ton doigt au centre de sa main, pouf, il va fermer sa main, il va fermer son petit poing. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement réflexe. Après, rapidement, il va apprendre à contrôler sa tête, il va apprendre à se retourner, il va apprendre à ramper. Mais tout ça, ça prend du temps. Parce que d'abord, eh ben, il subit la, la pression, comment on appelle ça la gravité, voilà, je cherchais mon mot. Il subit la gravité de plein fouet et puis il est écrasé contre le sol. Puis petit à petit, il va commencer à se développer et à bouger, etc. Et vers 12 mois environ, hein, on dit vers 1 an, entre 9 mois et 1 an et demi, quoi, disons en fonction, eh bien, il va faire ses premiers pas. Un moment dont la majorité des parents se rappellent. C'est vraiment un moment assez magique. Bref, eh ben, ces étapes initiales, elles sont vraiment cruciales pour le développement de la motricité globale. Et il ne faut pas que les étapes soient grillées ou qu'on les fasse passer trop vite. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu pendant très longtemps, je crois qu'aujourd'hui on en parle beaucoup moins, mais les parents qui mettaient l'enfant dans des Yupala, tu sais, ces espèces de jeux dans lesquels tu poses l'enfant, il ne sait pas encore marcher, mais il a quand même les jambes qui touchent un petit peu le sol, il y a des roulettes et puis il peut avancer comme ça.
il y avait des enfants qui passaient tout leur temps là-dedans. Ça a créé des gros problèmes au niveau des hanches, au niveau du développement moteur de l'enfant parce que c'était pas bon pour eux. Et de manière générale, en fait, de sauter une étape, c'est pas bon pour eux. Tant qu'il ne sait pas s'asseoir tout seul, c'est pas bon de l'asseoir et de faire en sorte qu'il s'asseye parce qu'il n'a pas la musculature pour ça et son dos pourrait s'abîmer et créer des problématiques. Voilà. Donc tout ça, c'est pour te dire qu'il y a des étapes à respecter et que c'est vraiment important de les respecter. Vers 2-3 ans, ton enfant il va devenir un peu plus adroit. Il va commencer à courir, il va commencer à sauter, il va peut-être même commencer à grimper selon ses habilités. Et il va développer aussi tout ce qu'on appelle la motricité fine. Ça veut dire qu'il va réussir à commencer à tenir un crayon, à tourner les pages d'un livre ou à faire des puzzles avec des pièces assez grosses, mais des puzzles assez simples. C'est vraiment le moment de l'encourager avec des jeux qui vont stimuler toutes ces compétences de motricité fine. Puis ensuite, il va continuer à affiner ses compétences motrice de manière générale, il va apprendre à faire du vélo par exemple, certains vont apprendre à nager, excepté ceux qui ont fait par exemple les bébés nageurs et qui dès la naissance continuent à nager. Je t'invite à regarder, c'est hyper intéressant. Il va participer aussi à des sports, d'équipe ou individuels, bref. C'est aussi le moment où ce qu'on appelle la coordination œil-main, elle devient de plus en plus précise et c'est là qu'il va pouvoir faire des activités comme l'écriture, le dessin ou commencer à jouer d'un instrument. Avant ça, c'est hyper compliqué parce que cette coordination-là, elle n'existe pas. Et puis ensuite, on arrive gentiment, après quelques années, à la préadolescence, où là, il va y avoir des grands changements physiques qui sont dus à sa croissance. Et d'ailleurs, on dit souvent que les adolescents sont maladroits, c'est pas pour rien. Ils peuvent être maladroits pendant un moment parce qu'en fait, ils s'adaptent à leur nouveau corps qui change, quoi. C'est aussi l'âge où ils peuvent commencer à spécialiser dans certaines activités physiques ou sportives. Nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, un enfant qui apprend à faire du vélo, sans roulette, voilà, on se rend bien compte qu'il est en train d'apprendre un certain développement de la coordination et de sa motricité globale. Quand il commence à écrire ou à faire des dessins un peu plus avancés, on voit qu'il y a une motricité fine, la pince par exemple pour le crayon, qui est en train de se mettre en place. De nouveau, je te mets des références. Il y a Arnold Gesell qui a joué un grand rôle dans la compréhension du développement moteur des enfants. Donc voilà, le développement physique, c'est vraiment un aspect fondamental de la croissance. Encourager l'activité physique, offrir des opportunités de jouer et d'explorer et être patient pendant les périodes de croissance rapide, c'est vraiment essentiel pour aider nos enfants à développer leur motricité. Alors, il me reste le développement éthique de l'enfant, qui est un aspect aussi fascinant et assez complexe de la croissance globale. Ça se réfère à la manière dont les enfants apprennent à comprendre et à appliquer des principes moraux et éthiques dans leur vie quotidienne. Mais vu la longueur de ce deuxième épisode sur le thème, je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour pouvoir te parler de cet axe de développement qui est le développement éthique. Je te parlerai un peu des différentes étapes, je te parlerai de nouveau d'où est-ce qu'on s'inspire, entre guillemets, de qui on s'inspire. Voilà, je vais y arriver, tu vois, je suis en train de bafouiller, donc il faut que j'arrête d'enregistrer maintenant, c'est bon. Donc moi je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour la partie sur le développement éthique, mais également et surtout pour une partie sur des conseils pratico-pratiques que tu pourras mettre en place en fonction des différents âges de l'enfant et de ses différentes étapes de développement. Je te donnerai des petites astuces comme ça pour pouvoir appuyer le développement de ton enfant. J'espère que cet épisode sur les axes de développement et sur la globalité de l'enfant t'a parlé. J'espère que tu as appris des choses ou que ça a ravivé des souvenirs si tu fais partie des professionnels de l'enfance. Sache que c'est vraiment important, en tout cas en tant que parent, de prendre son enfant dans la globalité et d'éviter des comparaisons du style « Ah mais ton enfant il a 9 mois, il est déjà en train de marcher, le mien il a bientôt un an et demi et il marche pas encore ». C'est pas très grave, la réalité c'est de voir dans la globalité. Effectivement, sur tous les axes il y a des retards, c'est à ça que servent les médecins, c'est à ça que servent les spécialistes, les professionnels pour t'accompagner dans le dépistage d'un retard éventuel. Mais de manière générale et dans la majorité des cas, le fait que ton enfant marche plus tard, c'est simplement qu'il est en train de développer un autre aspect de son développement par rapport à un enfant qui va marcher plus tôt. C'est un exemple, c'est également le cas pour l'apprentissage de la propreté, etc., etc. Chaque axe de développement se développe à son rythme, chaque enfant se développe à son rythme, chaque enfant est unique, je te le répète, et donc le tien se développera aussi au fur et à mesure de son propre chemin,
peu importe ce qui se passe chez les voisins. Voilà, j'espère en tout cas que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager avec tous ceux qui seraient intéressés et à qui il pourrait servir. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce sujet passionnant du développement de l'enfant et surtout sur des conseils pratico-pratiques que tu pourras mettre en place pour soutenir le développement de ton enfant. Bye bye.